Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la SFAF pour cette conférence qui est dédiée à un défi qui ne relève plus de la prospective, du futur, mais à une impérieuse nécessité de gestion dès aujourd'hui, l'intégration du risque climat dans le pilotage de nos actifs financiers et non financiers. Donc avant d'entrer dans le vif de nos échanges, je tiens d'abord à remercier tout particulièrement nos intervenants de prestige. Aujourd'hui, je salue la présence de M. Hans Suisse, président de l'EFAS et membre du board de l'EFRAG. Son regard à la confluence des standards européens et de l'analyse financière nous est précieux pour comprendre la donnée extra-financière et comprendre comment elle s'intègre dans un nouveau langage de la valeur. Mes remerciements vont aussi à M. Patrick Fézy, qui est consultant au sein du cabinet Marche et dont l'expertise en gestion des risques nous permettra d'ancrer nos réflexions dans une réalité opérationnelle et stratégique. Et je remercie enfin chaleureusement l'ensemble des experts, Vieteline Nguyen de l'AMF, Christine Polbred à l'Amterra, Amélie Pichon de Tikeo, Pierre Burlot de Séché et Pierre Maignan de la Banque de France qui participeront à notre table ronde pour partager leur vision et leur retour d'expérience. Un panachage public-privé d'experts, donc, qui va nous permettre d'avoir un point de vue large. La table ronde va d'abord donner une perspective systémique en abordant l'indice climatique des entreprises et ce nouvel indicateur clé, la corrélation entre risque climat et stabilité financière des États. Il apparaît effectivement désormais que la solvabilité d'un pays et la résilience de son économie sont intrinsèquement liées à sa trajectoire carbone. Mais avec l'émergence du risque climatique ont aussi émergé ceux de la perte de biodiversité et de la raréfaction de certaines ressources naturelles. L'intégration de l'impact sur la nature et la biodiversité de nos activités économiques constitue un basculement méthodologique majeur. Pendant longtemps, en effet, la finance a considéré la nature comme une externalité gratuite. Aujourd'hui, nous analysons la dépendance des acteurs économiques vis-à-vis des services écosystémiques. Nous verrons comment ces impacts se traduisent concrètement en risques financiers sonnants et trébuchants. Enfin, nous aborderons le comment à travers l'analyse ESG des sociétés cotées et le monitoring du risque climatique des portefeuilles. Nous passerons de l'observation à l'action. L'enjeu n'est plus seulement de mesurer, mais de définir une véritable politique et un plan d'action. Pour répondre à ces défis, il ne suffit plus d'être sensibilisé, il faut être expert. C'est tout le sens du programme ECRA porté par l'EFAS, une certification conçue pour doter les professionnels d'outils concrets pour identifier, modéliser, quantifier les risques climatiques qui affectent les portefeuilles. Notre programme ECRA reflète d'ailleurs les piliers fondamentaux de cette expertise spécialisée. La science et la macroéconomie donnent une base solide pour comprendre l'impact sur la stabilité financière des États, des risques liés au climat. La méthodologie et la modélisation qui explorent les principes méthodologiques de quantification des impacts financiers, qu'ils soient physiques ou de transition. La nature et la dépendance économique, car au-delà du carbone, comme je l'ai dit, l'analyse de comment le risque climatique pèse sur la biodiversité et crée de nouvelles dépendances pour les acteurs économiques est très importante. Enfin, le pilotage opérationnel qui présente comment traduire ces analyses en stratégie d'adaptation et en plan de décarbonation en alignant les portefeuilles d'investissement avec les objectifs climatiques. Comme le souligne le programme ECRA, l'objectif est de préparer les professionnels à agir comme des leaders stratégiques dans un environnement en constante mutation. Car quand on parle climat, on parle stratégie. Le risque climat n'est plus une fatalité pour la finance, mais un appel à l'excellence et à la mise à jour constante de nos connaissances techniques. En nous dotant d'outils rigoureux et de compétences certifiées, nous transformons ces défis en opportunités de résilience. Donc merci à tous et toutes pour votre attention, votre participation active et votre engagement, en espérant que vous allez passer un très bon moment. Mesdames et messieurs, ceci simplement pour ceux qui ne sont pas dans la salle.
Donc voilà, il n'y a pas de problème. Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui ici au sein de la SFAF. Je m'appelle Hans Buys et je suis le président de l'EFAS. Lorsque nous pensons à la France, nous imaginons souvent la stabilité de riches terres agricoles, de villes dynamiques, des siècles de patrimoine et un art de vivre rythmé par des saisons qui nous semblent familières et fiables. Mais aujourd'hui, ce sentiment de prévisibilité est en train de changer. Et pas progressivement, pas dans un futur lointain, il change maintenant. Car le risque climatique n'est plus une discussion scientifique abstraite ou un scénario futur, il est devenu une réalité vécue, une réalité qui affecte notre économie, nos infrastructures, nos santé, nos systèmes alimentaires et la sécurité de nos communautés. Et surtout, c'est un risque qui s'accélère. Donc, pourquoi l'EFAS évolue de CESGA à l'ECRA? Lorsque nous avons lancé le Certified ESG Analyst, connu par tout le monde comme le CESGA, nous avons franchi une étape décisive vers la professionnalisation de la durabilité de la finance. Le CESGA est devenu la qualification de référence pour comprendre comment les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance s'intègrent dans les processus d'investissement et de reporting. Mais, à mesure que le monde évoluait, les défis ont également changé. Nous avons commencé à constater un manque de connaissances, un manque qui nécessitait des nouvelles compétences. Car lorsque nous parlons de durabilité d'aujourd'hui, même en étant contre de réglementation omnibus, nous ne pouvons pas ignorer le risque climatique. Comprendre le risque climatique signifie maîtriser non seulement les principes ESG, mais aussi les données et la quantification financière qui les sous-tendent. Le CESGA avait déjà établi un standard élevé, un examen de 150 minutes combinant questions et études de cas pour valider les compétences d'intégration ESG. Mais l'étape suivante était évidente. Nous devions ajouter la dimension quantitative du risque climatique. Et c'est ainsi que naît le programme EFAS Climate Risk Analysis, ou ce qu'on appelle l'ECRA. Financiers en décision d'investissement et en stratégie crédible de neutralité carbone. Grâce à des e-seminars, des supports pédagogiques, des cadres de référence et des auto-évaluations, le programme permet aussi bien aux experts qu'aux nouveaux venus d'identifier des expositions, de réaliser des stress tests portefeuille et de gérer le risque climatique dans un environnement réglementaire et d'investissement en évolution rapide. Et soyons clairs, le risque climatique n'est pas seulement un enjeu financier. Il touche tous les secteurs. Des entreprises gérant leur chaîne d'approvisionnement, aux assureurs couvrant les dommages liés aux événements climatiques, le risque climatique est un risque d'entreprise. Le marché évolue rapidement, les lignes directrices deviennent plus claires, les attentes plus élevées et le coût de l'inaction plus important. Pour répondre à ces exigences, les organisations doivent évaluer les risques environnementaux à l'aide de données qualitatives et quantitatives couvrant les facteurs liés au climat, la perte de biodiversité, la dégradation des écosystèmes ainsi que les moteurs de risque de transition et de risques physiques. Cela signifie examiner les secteurs économiques exposés aux risques de transition climatique, les évolutions des politiques publiques, des technologies et des préférences du marché. L'alignement des portefeuilles sur les objectifs climatiques nationaux et européens et la vulnérabilité physique des actifs face à des aléas tels que les inondations, les sécheresses ou les tempêtes. C'est ici que l'ECRA fait la différence. Il ne se compte pas d'expliquer ces concepts.
Il forme des professionnels à les appliquer. L'ECRA permet aux experts de la finance et de la durabilité d'interpréter les données climatiques, de réaliser des analyses de scénarios et de traduire les conclusions scientifiques en stratégies financières concrètes. Il transforme la complexité en clarté et le risque en prise de décision éclairée. Ainsi, de CESGA à ECRA est bien plus qu'une simple progression dans les qualifications. C'est l'évolution de notre manière de concevoir la durabilité. Le CESGA a construit des fondations, comprendre l'intégration ESG. L'ECRA nous amène plus loin, maîtriser la finance du risque climatique. Ensemble, ils forment une vision complète de ce que requiert l'expertise moderne en durabilité. Car pour bâtir un système financier résilient, nous avons besoin de professionnels capables de relier les valeurs aux chiffres, les principes à la pratique et la durabilité à la stratégie. C'est que représente EFAS, et c'est ce que de CESGA à ECRA incarne véritablement. La nouvelle frontière de l'éducation à la finance durable. Messieurs, Mesdames, un tout grand merci. Bonjour à tous. Quel honneur d'enchaîner après Madame la Présidente et Monsieur le Président. Donc Patrick Fézy, j'ai l'honneur de représenter Marsh, ex-Marsh McLennan. On est une société d'expertise en gestion des risques. On est également courtier numéro 1 dans le monde pour le transfert de risques vers l'assurance. Je représente Marsh aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on a participé à l'élaboration de cette certification ECRA à travers des 9 modules. Alors c'est mes collègues au niveau européen qui ont travaillé de manière extensive avec les équipes de l'EFAS. Nous, au sein de Marsh à Paris, on accompagne tous nos clients à adresser l'ensemble des risques climatiques, à essayer de les transférer. Je dis essayer, pourquoi? Parce que le monde et la tendance actuelle est plutôt à chercher des expositions plus basses plutôt que d'aller chercher du transfert vers l'assurance, puisque l'assurance sur la partie dommage est extrêmement tendue, et on le voit en France, on le voit en Europe, on le voit aux US et également dans le Middle East. Je ne vais pas parler de manière extensive, j'ai également l'honneur d'animer le panel avec nos experts. Ce qu'on peut dire sur cette certification, c'est que ce que l'on voit sur les 10 dernières années sur les sujets climat, c'est qu'il y a eu une accumulation de briques. On a commencé par la décarbonation, on a parlé des sujets de réglementation, de risques physiques, de risques réglementaires, de risques de transition. Demain, on a l'adaptation qu'on doit prendre en compte. Et en fait, c'est une accumulation d'expertise qui aujourd'hui, quelquefois, et nous, on est dans le conseil, on remarque que toutes les expertises ne sont pas au rendez-vous quand on est avec certains interlocuteurs. Et cette certification peut aider à avoir ce premier socle, on va dire, d'échange d'experts, ayant vraiment un know-how sur le B.A.-ba, j'ai envie de dire le B.A.-ba aujourd'hui de la gestion du risque climatique et de l'adaptation. Donc on va échanger de manière extensive avec nos panélistes, qui représentent toutes les parties prenantes, comme vous avez dit, Madame la Présidente, toutes les parties prenantes de l'environnement climat, avec les régulateurs, les investisseurs, les experts conseils dont je fais partie, et un exemple avec une entreprise engagée, extrêmement engagée même, et Pierre-Yves nous expliquera tout cela. Je vous remercie et je laisse la parole à Antoine qui va nous présenter, va nous faire la vidéo sur la certification elle-même. Merci à tous.
In a rapidly changing world, climate risk is no longer just an environmental challenge, it's a business imperative. Introducing the Certified Climate Risk Analyst, presented by EFFAS in collaboration with Marsh McLennan. Our comprehensive 9-module course equips you with essential skills to identify, assess, and manage climate risks, and seize the opportunities of the low-carbon transition. Learn directly from climate risk experts, engage with cutting-edge climate data, and build networks with ESG leaders across industries. Join the global movement towards climate resilience. Become an EFFAS certified climate risk analyst and lead your organization into a sustainable future. ECRA, integrating climate risk, leading sustainable finance. Voilà, merci effectivement d'être venu pour cette présentation de l'ECRA. Alors c'est un vrai plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui à Paris, puisque c'est le dernier roadshow de l'EFFAS après tout un tour d'Europe pour présenter effectivement cette nouvelle certification. Et d'autant plus à Paris, où la COP21 a été signée. Donc effectivement, les accords de Paris marquent un tournant décisif dans les accords sur le climat. Donc c'est avec un grand plaisir que je présenterai aujourd'hui l'ECRA, cette nouvelle certification. Alors, rapidement, puisque déjà beaucoup de choses ont été dites par rapport à cette nouvelle certification, quelques objectifs par rapport au programme. Effectivement, cette certification va permettre à les personnes qui vont les suivre de reconquérir des bases solides scientifiques sur le climat. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'être capable d'identifier, de modéliser et de quantifier les risques climat. Et puis, au travers de cette analyse climatique, la capacité d'évaluer aussi les opportunités d'investissement au travers les risques climatiques, et puis d'intégrer le risque climat dans les stratégies d'adaptation et de prise de décision financière des entreprises. Voilà les 4 objectifs primordiaux qui sont déclinés dans cette certification. Ces 4 objectifs, en fait, sont déployés en 9 modules, où vous avez à l'écran effectivement la présentation des différents modules. Un premier module basé sur les sciences du changement climatique. Un deuxième module pour un environnement, un panorama de toute la partie réglementaire en Europe, liée et dans le monde, puisque en fait on se base sur toutes les réglementations qui existent en matière climat. Le module 3 qui est un modèle d'étude qui a été conçu pour identifier et modéliser ces risques climatiques. Le module 4 qui va permettre avec une méthode d'analyse de quantifier ces impacts financiers des risques climatiques. Le module 5, comme je l'ai dit, c'est aussi d'être capable d'identifier les opportunités d'investissement liées au risque climat. Le module 6, c'est une partie plutôt analytique sur les plans de transition et les objectifs net zéro carbone. Le module 7, les différents effets économiques du risque climat, analyse macro et micro sur ces risques climat. Le module 8, un module finance durable, bien sûr. Et le module 9, les risques climatiques appliqués à différentes classes d'actifs. Donc c'est une certification sur le plan, on va dire, pratique. Ça ne veut pas changer. Si, ça arrive. Une certification qui s'adresse à un large public, bien sûr des gestionnaires de risques, des analystes financiers, des gérants d'actifs, mais aussi des ingénieurs, des responsables RSE qui souhaitent intégrer la partie financière dans la RSE, des dirigeants d'entreprise pour mettre en œuvre des stratégies d'entreprise qui intègrent ce risque climatique, et puis bien sûr des consultants en stratégie ou en risque management pour ces problématiques climat. D'un point de vue pratique, c'est une certification qui est dispensée 100% e-learning, qui va permettre d'acquérir des compétences à la fois professionnelles et opérationnelles. Les examens de cette certification sont basés, pour ceux qui connaissent le CESGA, sur le même planning que le CESGA, à savoir un examen de certification tous les trimestres.
L'examen se déroule uniquement online, il n'y a pas d'examen en présentiel, et cette certification, bien sûr, est reconnue à l'international. Alors, cette certification, c'est le fruit d'un travail, effectivement, Patrick Fézil en a parlé tout à l'heure, un large travail sous la direction académique d'Emmanuel Campiglio. Vous voyez, plein de consultants internationaux qui ont travaillé, qui ont mis leurs compétences au service de l'élaboration de cette certification. Alors, rapidement, on en a beaucoup parlé, l'EFAS est très connu avec son CESGA, qui est devenu une référence en analyse extra-financière dans le monde entier. Et effectivement, aujourd'hui, le CESGA, qui est plus une certification généraliste sur l'ensemble des items de l'analyse extra-financière, du E, du S et du G, cette certification ECRA va venir faire un focus sur le risque climatique. Et la combinaison, je dirais, des deux certifications CESGA et ECRA permet d'obtenir des compétences très importantes et globales sur l'ensemble de l'analyse extra-financière. Voilà pour cette présentation de l'ECRA. On passe à la deuxième partie de cette matinée, à savoir une table ronde qui sera animée par Patrick Fézil, dont je vais laisser la parole. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend avec ce micro. Merci beaucoup, Antoine. Donc pour ce tour de table, plutôt. Autrement, online ne va pas vous attendre. En fait, j'en ai un, j'ai un micro. C'est pas grave. Ça, c'est pour le panel. Merci. Donc pour ce tour de table, on a vraiment voulu inviter toutes les parties prenantes qu'on pouvait avoir. On a eu la chance et l'honneur d'avoir eu de très très bons retours positifs pour cette table ronde. On va essayer de comprendre les points de vue finalement de chacune des parties prenantes sur le sujet développement durable par rapport au contexte économique actuel qu'on peut vivre. Le climat, il avance, les expositions climatiques sont perçues et augmentent de partout. La partie réglementaire a un peu été chahutée sur 2025, mais on arrive je pense qu'il y a quelques décalages qui vont quand même se confirmer en 2028 pour certaines entreprises. On a pas mal de challenges finalement sur tous les secteurs et également sur toutes les régions. Sur la partie assurance, et avant d'inviter toute l'équipe, sur la partie assurance, pour vous donner un ordre d'idée sur les enjeux climatiques aujourd'hui, sur tous les développements et constructions qu'on peut avoir dans des projets dans le monde, l'assurance a plus que triplé en coût. On est passé de 3 à 5% du coût global d'un projet à plus de 15% du coût global d'un projet. Donc le sujet climat, le sujet réglementaire, il s'est transformé en sujet opérationnel, financier et stratégique pour toutes les entreprises. Donc c'est un des points de vue côté assurance qui peut mettre ça en avant. Sans plus attendre, on invite donc Amélie Pichon, qui est directrice adjointe du développement durable de Tikehau Capital. Bonjour Amélie. Pierre Maignan, ladies first, pardon Pierre. Christine Paulbry, qui est directrice générale d'Alamtera, qui va nous en dire plus sur l'engagement d'Alamtera et l'accompagnement sur les sujets notamment nature, notamment adaptation. Pierre Maignan, responsable réglementaire, stratégie et institutionnelle au sein de la Banque de France. Pierre-Yves Burlot, qui est notre expert métier responsable développement durable de Séché Environnement, et Vietlin, last but not least, Vietlin Nguyen, qui est responsable développement durable au sein de l'AMF. Voilà, je vais rester debout. Vous pourrez faire passer le. Voilà, donc on va pas tous les balayer, mais on va regarder un peu quels sont les challenges et quels sont les accompagnements que vous faites chacune et chacun d'entre vous, et le point de vue extrêmement important
vous représentez les experts en développement durable au sein des métiers chez Séché, donc vous parlerez en their behalf. Peut-être première question sur l'accompagnement peut-être de la Banque de France. Comment est-ce que vous accompagnez les acteurs financiers aujourd'hui et quels sont les outils éventuellement que vous mettez à disposition de tous les acteurs financiers? Alors tout le monde essaie de donner quelques tips, quelques outils. Marche le fait également, on va en parler également avec d'autres, mais il me semble que vous avez un outil spécifique au sein de la Banque de France que vous mettez à disposition de manière gratuite, il me semble, à tous les acteurs. Tout à fait. Alors déjà, la Banque de France s'est saisie, pardon. Oui, merci. La Banque de France s'est saisie du sujet climatique il y a quand même quelques années déjà. Donc dès 2018, la création du NGFS, donc Network for Greening the Financial System, par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a un peu impulsé une dynamique d'incorporation des thématiques du risque climatique dans l'émission d'une banque centrale, ce qui faisait pas forcément consensus à l'époque. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne reconnaît que c'est entièrement dans le périmètre de son mandat de s'occuper des risques climatiques, car ça a un impact direct sur l'inflation, la stabilité financière, et donc c'est complètement intégré dans le mandat. Et de là, il y a eu un début de réflexion sur comment on va faire infuser le risque climatique dans les différents métiers des banques centrales. Donc il y a le métier de politique monétaire, il y a le métier de supervision des acteurs financiers. Et à la Banque de France, on a une petite particularité par rapport à d'autres banques centrales, c'est qu'on fait aussi toute une mission d'accompagnement des entreprises, d'accompagnement du tissu productif français, et un peu une dimension service public qu'il n'y a pas partout. C'est un héritage historique. À la Banque de France, il y a des unités un peu partout en France. Donc, chaque département, il y a des succursales qui font ce qu'on appelle la cotation des entreprises, qui font une cotation de crédit des entreprises qui est mise à disposition des banques, notamment pour l'octroi de crédit. C'est une cotation qui concerne 300 000 entreprises, donc c'est quand même assez important, tout ce qui est au-dessus d'1,5 million de chiffre d'affaires. Il y a eu la réflexion de comment on va intégrer du risque climatique dans cette cotation d'entreprises financières. Après des travaux qui ont débuté en 2022 environ, on s'est rendu compte que juste analyser la probabilité de défaut à 1 an, c'était un peu limité par rapport à l'impact du risque climatique. Et depuis le discours de Marc Carnet en 2015, on sait qu'il y a la tragédie des horizons, donc c'est des horizons de moyen et long terme. Donc on a développé ce qu'on appelle l'indicateur climat, qui est une évaluation pour les entreprises de leurs enjeux de transition et d'adaptation. Ça peut être l'un ou l'autre. Et au départ, on avait vraiment ciblé les secteurs qui sont les plus émetteurs. Donc le transport, la production d'électricité, etc. On a développé des méthodologies sectorielles avec l'ADEME et à l'aide d'experts qu'on a recrutés dans chaque secteur. Donc il y a un expert transport qui vient de chez Renault, des gens qui viennent de l'industrie, de l'immobilier, etc. Et on a développé donc cette méthodologie qui permet d'évaluer la trajectoire de décarbonation d'une entreprise par rapport à sa référence, qui est une référence dérivée de l'Agence internationale de l'énergie, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, et qu'on met à disposition de l'entreprise gratuitement sur base volontaire. Donc c'est l'entreprise, si elle souhaite être notée, qui vient nous voir. Nous aussi, en région, les gens vont contacter les entreprises dans les secteurs. Et à la fin, on lui restitue une note sur sa transition, ainsi que pas mal de données, un rapport de 20-25 pages en gros, qu'elle peut utiliser comme dialogue, comme petit dialogue avec ses financeurs, sa chaîne de valeur, etc. On a également une autre offre, quand on s'est rendu compte que c'était quand même un peu lourd pour certaines petites structures, qui s'appelle l'indicateur climat de maturité. Et donc là, c'est vraiment, ça concerne tous les secteurs, y compris les non-émetteurs. C'est un questionnaire qui est beaucoup plus quali, plus petit, et donc qui est plus facile à déployer. Et enfin, il y a toute la partie risque physique, dont tu es spécialiste, où là, on a mis à disposition, c'était jeudi dernier, la soirée de lancement, un outil de visualisation des risques climatiques pour toutes les entreprises en France. Donc concrètement, une entreprise se connecte, en rentrant son sirène, elle a tous ses sirènes, donc tous ces sites qui apparaissent, et il y a l'évolution des aléas climatiques pour chacun, pour plusieurs scénarios de réchauffement, donc 2030, 2050, 2100. Donc n'importe quelle entreprise en France peut voir sur ces sites s'il va y avoir plus d'incendies, plus de grêles. Et on essaie de traduire ça dans des indices de criticité pour que ça parle aux entreprises, pas que ce soit juste, on passe de 2 jours anormalement chaud à 15 jours anormalement chaud en Bourgogne. Le constructeur, il ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc voilà, on essaie de traduire ça en criticité. Et voilà l'ensemble, on va dire, de notre offre qui répond aussi à une pénurie
d'indicateurs un peu robustes, standardisés, indépendants, qui est pointé d'ailleurs dans un rapport parlementaire qui vient de sortir, là, que j'étais en train de lire avant. Et ça fait quelques années aussi que c'est pointé. Donc on essaie d'apporter un peu de l'information dans l'économie là où il y a une défaillance de marché, notamment sur les plus petites structures. Parce que les grandes structures, il y a beaucoup d'agences internationales de notation qui sont déjà dessus, etc. Mais si on veut impulser la transition et l'adaptation du tissu économique français, il y a les ETI, il y a les PME, il y a les TPME. Et il y a un peu un angle mort sur ces structures. Donc voilà pourquoi la Banque de France a aussi pris ce rôle en tant que puissance publique d'aller aussi traiter tous ces acteurs. Mais on fait aussi les grosses. C'est juste que ça a peut-être un peu moins de valeur ajoutée par rapport à tout ce qui existe déjà. Excellent, excellent. Comment s'appelle l'outil, Miez ? Alors, c'est l'indicateur climat. Comme je vous l'ai dit, il est un peu modulaire parce que selon la taille de l'entreprise, les enjeux de décarbonation de l'entreprise, il y a l'indicateur climat de transition qui est lui vraiment l'analyse quanti sectorielle qui est, on va dire, qui est moins lourde par exemple, qu'un acte d'évaluation pour ceux à qui ça parle, qui est un peu plus compliqué, c'est la méthodologie de l'ADEME. Mais voilà, qui demande quand même d'avoir des données. Par exemple, un transporteur, il faut qu'il déclare sa flotte de camions, ses kilomètres parcourus, son chargement moyen, est-ce qu'il va acheter des camions électriques, lesquels, etc. Donc nous, on a un outil d'analyse qui permet ensuite de tracer sa trajectoire et donc de challenger aussi son plan de transition. Donc focus sur accompagnement, sur les risques physiques finalement. C'est le sujet. Là, c'est vraiment transition pour le coup. Après, il y a toute la partie risque physique. Là, c'est un outil qui est en ligne, qui est à disposition de toutes les entreprises. Il n'y a pas besoin de contacter la Banque de France. Alors que sur la partie transition, vous avez besoin d'avoir. Il y a des analystes en fait qu'on a formés en région. Dans toutes les succursales qui sont en mesure de faire cette évaluation de transition. Et donc, ça peut être des acteurs financiers, des fonds, des banques qui peuvent aussi demander à leurs clients de faire ça. C'est gratuit, c'est l'avantage. Et il n'y a pas de soupçon, entre guillemets, de conflit d'intérêt parce que la Banque de France n'est rémunérée par personne pour faire ce type d'évaluation. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Pierre. Peut-être un point de vue peut-être d'un superviseur niveau réglementaire, Vieteline. Quelles sont les perspectives au niveau réglementaire que vous pouvez avoir et quels sont les challenges que vous avez dans la régulation ? Il y a eu beaucoup de sujets, au-delà de l'AMF, mais beaucoup de sujets réglementaires avec des stop the clock, des lois omnibus qui sont arrivées pour poser un peu le sujet et réfléchir sur est-ce qu'on va rester aussi complexe que ça ? Est-ce qu'on va être en décalage finalement aussi avec d'autres régions dans le monde ? On voulait avoir un peu votre point de vue sur toutes ces perspectives. Vous pourrez aussi prendre le relais, Monsieur le Président, sur la partie EFRAG, mais voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Patrick. Bonjour à tous et merci encore pour cette table ronde. Bon, je comprends qu'on saute le déjeuner et qu'on reste ici jusqu'au soir avec ces 4 questions clés qui peuvent nous amener loin. Alors, je vais essayer d'y aller très, très brièvement et on débattra ensuite dans le Q&A. La première chose, c'est pourquoi l'AMF ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Comment on s'intègre dans le dispositif, d'ailleurs de manière très complémentaire avec la banque ? Le second point, ça va être où en est-on ? Et qu'est-ce que c'est que cette omnibus SFDR 2.0 ? Enfin, on a eu ce qu'on a appelé le tsunami réglementaire d'un côté. Et maintenant, on est en pleine simplification. C'est quoi cette simplification ? Est-ce que c'est juste du démantèlement ? Les enjeux et les éventuels défis, on va l'appeler comme ça élégamment. Et puis enfin, si on a le temps seulement, la partie Europe versus internationale, compétitivité. Sinon, on la garde pour les questions. Alors, pourquoi l'AMF ? Tout simplement parce que ça rentre dans les missions statutaires fondamentales. D'un côté, le bon fonctionnement des marchés financiers et notamment le fait que les cours reflètent les informations exactes et fidèles, qu'elles soient financières ou extra-financières, de la part des entreprises cotées. Donc là, on a un prisme, et le prisme, c'est bien la publication d'informations extra-financières des entreprises cotées, j'insiste d'ailleurs sur le côté, que ce soit une PME cotée ou une très grande. Et là, on comprend tout de suite, si vous faites les liens vers les réglementations, on s'approche de CSRD, du disclosure entreprise, en cours de simplification, alors même qu'on est en vague 1 et que dans les pays qui ont transposé, nous venons à peine de recevoir les premiers rapports de durabilité que nous avons supervisés. Fermez la parenthèse. Deuxième point, tout simplement, la protection de l'épargne et de l'investisseur. Et là, on comprend naturellement qu'au même titre que d'autres produits, cette fois-ci, l'information doit être claire, exacte et non trompeuse. Et sur les produits ESG,
ça s'appelle, avec cet anglicisme, parce que la partie française est moins glamour, ça s'appelle l'éco-blanchiment ou la prévention du risque de greenwashing. Concept qui est protéiforme et qui a été défini en 2023 et 2024 par les 3 autorités de supervision européennes dans un rapport remis à la Commission. Et ce qui est très important dans ce rapport, c'est qu'il y a 3 critères. Le premier, alors, il y en a 8, mais je vous en fais 3 gros. Un, ça peut être, évidemment, on a donc un décalage entre la réalité du service, produit ou entité sur ses caractéristiques de durabilité avec la réalité sous-jacente, mais surtout dans les fameux 3 critères parmi les 8, cela peut être intentionnel ou non intentionnel. Si c'est intentionnel, c'est carrément de la fraude et ça peut finir au parquet d'ailleurs, mais sinon on est sur intentionnel ou non intentionnel. Seconde chose, ça s'apprécie sur l'intégralité de la chaîne de valeur de l'investissement durable, c'est le concept qui a été inséré. Donc attention, les maillons sont interconnectés, et ça c'est très important, on en reparlera avec Omnibus justement. Vous ne pouvez pas toucher un bout de la chaîne et vous dire que le reste demeure intact. Et puis le troisième point, également important et assez sibyllin, les 3 autorités ont expliqué que ce greenwashing pouvait survenir à l'intérieur ou en dehors du cadre réglementaire. Pas très clair, hein. Within or outside. Ça signifiait clairement que le cadre réglementaire tel qu'il était, SFDR 1.0 avec cette classification de produits intégrant des critères ESG, article 8, ayant un objectif d'investissement durable, article 9, n'était fait que pour de la transparence et n'était en aucun cas gage de durabilité. Et on peut très bien être un article 8 et faire du greenwashing, en réalité, ou être perçu comme faisant du greenwashing. Voilà. Et donc, on arrive... Deuxième point, vous me coupez quand ça devient trop long. Phase de simplification, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut reconnaître que l'Europe, qui a quand même la réglementation la plus avancée et la plus complète sur le domaine, parce qu'on déplore cette avalanche réglementaire, elle permet, avec une certaine logique, d'avoir le dictionnaire de durabilité, la taxonomie, le disclosure entité financière, produits financiers, SFDR, la partie entreprise sur le sous-jacent qui vient un peu tard, mais c'est ACRD, et puis on rajoute des petites aides, ESG ratings, benchmark ESG, et puis on rajoute préférence de durabilité pour être bien sûr que l'investisseur puisse s'exprimer et demander ce qu'il veut dans les produits ESG. Donc tout ça sur le papier est très joli, ça fait un jardin à la française, même si les buissons n'arrivent pas dans le bon ordre. On se rend compte qu'on est peut-être allé trop vite et trop loin. Voilà, c'est les retours qu'on a eus de part et d'autre, avec toujours cette tension, puisque d'un côté, évidemment, les participants financiers veulent le maximum d'infos pour concevoir les produits. De l'autre, les entreprises, et notamment de taille intermédiaire ou les PME, n'ont pas forcément ni la capacité, ni les données, ni même réellement l'utilité de tous ces points de données qu'on demandait dans la CSRD initiale. Et donc le courage qu'il y a, c'est réellement de ne pas abandonner les objectifs, ni ceux du Green Deal, ni ceux de la transparence, ni ceux évidemment de l'information claire, exacte et non trompeuse, et puis d'aller intelligemment enlever les redondances, enlever certains sous-items, se dire que certaines choses se feront peut-être plus tard, et puis conserver l'ambition européenne qui est quand même double matérialité et tout ESG. Le standard international actuellement, c'est simple matérialité financière, uniquement climat. Voilà. Donc ça, on en reparlera, mais encore une fois, on a une ambition politique européenne qui est forte et qui demeure. Et donc simplification, on en reparlera encore une fois parce qu'on n'a pas le temps, mais des mouvements de balancier. D'un côté, Omnibus, Stop the Clock, décalage de 2 ans, nouveaux standards révisés en cours de simplification, proposition en novembre dernier, négociation en cours, écrétage considérable du périmètre, décision politique, moins 85% du périmètre d'entreprise qui était couverte. Donc on passe de 50 000 à, je vous laisse calculer, moins 80-85, ça me fait trop mal. Et puis, parallèlement, en revanche, renforcement de la prévention du greenwashing avec acter le fait que SFDR n'est plus un règlement de transparence et qu'il faut passer à des catégories réglementaires avec des critères objectifs minimaux qui seront liés également aux préférences de durabilité et à la communication. Et là, on a un petit peu le modèle anglais de UK SDR. On est bien sur des regulatory labels ou des catégories réglementaire de classification des produits ESG, et non plus simplement sur vous rentrez facilement comme article 8 et vous envoyez des templates de reporting à votre superviseur, ce qui était l'objectif initial. Hein. C'était, voilà. Et je passe donc sur compétitivité, parce que je crois que j'ai déjà trop parlé. Alors, merci beaucoup, Jacqueline. Peut-être point de vue private equity maintenant avec Amélie, qui gère la partie développement durable au sein de Tikehau Capital.
C'est vrai qu'au niveau ESG aujourd'hui, avant de poser la question, on se rend compte qu'on se focalise en ce moment beaucoup sur la partie risque physique. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui aujourd'hui est complexe pour beaucoup d'entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà un gros enjeu de données, de récupération de la data, de savoir modéliser. Le risque de transition, c'est finalement une recherche qu'on peut faire sur notre impact, notre exposition à une évolution réglementaire forte. Sur la partie risque physique, donc elle est plus complexe finalement, il y a beaucoup plus de challenges. Sur la partie S, on a des challenges, mais c'est des challenges qui sont plutôt connus. On a la directive qui, elle, normalement, va arriver en 2027 sur EU Transparency, qui vient cranter finalement toutes les directions RH. C'est vraiment une remontée de données supplémentaire, j'ai envie de dire. Les personnes qui ont un RH ici, d'accord, très bien. Sur la partie risque physique, finalement, pour un private equity, ou même spécifiquement pour Tikehau, pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui dans la gestion du portefeuille, et comment est-ce qu'on adresse les challenges et comment est-ce qu'on accompagne nos assets? Merci beaucoup pour la question et bonjour à tous. Donc en tout cas, chez Tikehau Capital, on a 4 classes d'actifs, donc private equity, immobilier, dette privée et marché de capitaux. Et c'est vrai que je pense qu'on a un peu fait aussi notre transition EFAS et CRA dans la gestion d'actifs. Donc l'idée, c'était d'abord d'intégrer les enjeux ESG. Ensuite, on a fait plutôt, on va dire, l'atténuation du changement climatique, les plans de décarbonation, l'alignement trajectoire net zéro. Et maintenant, on a un enjeu qui est de plus en plus important, et je pense qu'il suffit d'ouvrir les journaux pour le voir, c'est les catastrophes naturelles et les risques physiques liés au changement climatique. Je peux peut-être vous donner quelques chiffres. Donc, selon Swiss Re, qui est un assureur, le coût assuré des catastrophes naturelles augmente de 5 à 7% par an depuis plusieurs décennies. Et en 2025, les estimations, c'est 145 milliards de dollars de pertes. Donc, pour un ordre de grandeur, c'est l'équivalent du PIB d'un pays comme la Slovaquie, qui, en un an, est effacé complètement par les catastrophes naturelles. Donc pour nous, c'est vraiment l'enjeu en tant qu'asset manager, c'est de préserver la valeur de nos investissements, aussi de saisir des opportunités et en private equity, créer de la valeur pour nos entreprises. Donc voilà, cet enjeu-là des risques physiques, on va l'attaquer avec cette perspective en tête. Du coup, c'est assez compliqué puisque en fait, on a quand même des outils pour aider à identifier, cartographier, mais j'y reviendrai par la suite. On manque quand même d'outils et de mesures qui nous permettent de passer du scénario au langage de l'investisseur, qui est le coût du capital, la perte d'EBITDA, la perte de rentabilité. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, mais il faut aussi garder en compte que le risque physique, il est matériel selon la localisation ou le secteur qu'on utilise. Et donc, en fait, ça va rester une variable parmi d'autres dans nos décisions d'investissement et nos analyses des potentiels investissements. Donc, on est vraiment obligé de prioriser. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Donc, pour le moment, on s'appuie plutôt sur une approche top-down. Donc, on va prendre des scénarios climatiques extrêmes type SSP 5, 8,5, donc vraiment augmentation forte des températures. Et l'idée, c'est dans un premier temps d'identifier les secteurs et les aléas qui vont être les plus matériels pour nous. Donc nous, on a une exposition plutôt Europe de l'Ouest, donc on va plutôt être sensible aux hausses de température, aux sécheresses et aux inondations. Et voilà, les secteurs qui vont être les plus exposés, c'est les secteurs à forte intensité capitalistique, type énergie, utilities, et les banques aussi, il y a un aspect systémique très fort parce que c'est aussi le reflet de l'économie. Donc une fois qu'on a cette première analyse, on a une première priorisation. Ensuite, on va plutôt faire une approche bottom-up. Donc là, on va se baser sur la connaissance des entreprises que l'on a, le nombre de sites, leur localisation, et on va essayer aussi d'intégrer, ça c'est important, la dimension risque indirect, la chaîne de sous-traitance, les suppliers, et ça c'est beaucoup plus difficile à caractériser, mais c'est finalement ce qui va être très important pour le risque physique. On va aussi prendre en compte quand même la capacité d'engagement avec l'entreprise, parce que voilà, il y a des entreprises qui vont être plus ou moins enclines à nous répondre, et la matérialité financière aussi pour Tikehau, la taille de nos expositions dans le portefeuille. Donc selon ces différents axes, on va réussir à prioriser un certain nombre d'entreprises.
Pour être totalement transparent, à l'heure actuelle, on a quand même une maturité différente dans ce qu'on peut faire selon la classe d'actifs. Donc en marché de capitaux, on va plutôt être sur des stress tests et on va répondre aux exigences réglementaires. Sur la partie dette privée et private equity, c'est là qu'on veut renforcer, mais on va faire des due diligence et on va essayer vraiment d'engager avec les entreprises. Et la partie immobilier, là, on est vraiment plus abouti. On a des outils qui nous permettent de mesurer et l'exposition et la vulnérabilité des assets. Donc, on va vraiment prendre en compte à la grosse maille les caractéristiques physiques des bâtiments qui sont exposés. Mais l'enjeu pour nous, en fait, voilà, au-delà de cette priorisation, c'est vraiment d'engager les entreprises sur une démarche d'atténuation de ces risques et de prise en compte de ces risques. Donc, c'est pour ça que l'engagement est vraiment stratégique. Et on voit que quand on commence à réfléchir à ces sujets-là, la réponse qui va être apportée à l'entreprise va être différente selon qu'on est sur un risque aigu, on va dire. Donc, une inondation va plutôt travailler sur les plans de continuité d'activité, les systèmes de détection d'alerte. Alors que quand on est sur des risques chroniques, type augmentation des températures, il va falloir avoir des investissements plus lourds, type ventilation, climatisation, qui peut être une maladaptation, et même parfois penser à une relocalisation des actifs. Donc voilà, c'est des enjeux qui sont assez importants. En immobilier, on en est à un stade où on arrive à discuter et à vraiment avoir une feuille de route avec un plan de mitigation au niveau des entreprises. Et ça permet aussi de créer de la valeur puisque ça va diminuer les OPEX, ça va permettre d'augmenter le taux d'utilisation des bâtiments. Voilà. Et pour revenir sur mon introduction, je pense que l'enjeu pour nous, c'est vraiment les données et ce qui est disponible à l'heure actuelle dans le marché. Parce qu'effectivement, on manque d'outils chiffrés qui nous permettent vraiment de parler le langage de l'investisseur. La CVAR, c'est intéressant, mais en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est combien d'EBITDA est en risque, c'est quoi les risques de valorisation. Et donc ça, c'est des modèles internes qui vont pouvoir nous aider. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'état du marché sur les providers de données est assez difficile à utiliser sur ce sujet. Merci beaucoup, Amélie. Vous avez tout à fait raison. Le nerf de la guerre aujourd'hui sur le sujet risque physique, c'est vraiment la donnée, la qualité de la donnée et la retranscription d'une exposition physique en impact financier. Alors, on n'a pas tous les meilleures méthodes, mais chacun, de par son expertise, nous, par exemple, chez Marsh, on travaille énormément en ce moment sur la retranscription des impacts physiques, impacts financiers et retranscription sur le premium, le coût de l'assurance, en fait, en augmentation ou en baisse, en fonction de tout ce qu'on a pu avoir en données CatNat, historiques, couplées à du prospectif. Donc finalement, chaque expertise essaie d'apporter son père à l'édifice pour réussir à faire ce bridge entre la partie physique, aujourd'hui qui pêche un peu, et la partie financière. Petite question à Pierre-Yves par rapport à tous ces challenges de risques physiques et réglementaires également, avec toutes ces expositions qu'on peut avoir. Comment est-ce que le groupe Séché Environnement adresse l'engagement en résilience climatique? Peut-être on peut faire un petit focus sur l'adaptation. Là, ça serait peut-être le moment de démarrer ce sujet-là ensemble. Comment est-ce que vous avez arbitré tous les sujets, engagé les CAPEX par rapport à votre engagement climatique? Alors peut-être pour commencer, rappeler en quelques mots ce qu'est Séché Environnement, pour comprendre ensuite comment effectivement on atténue notre impact et puis on s'adapte au changement climatique. Le groupe Séché, c'est un groupe familial, industriel français. On fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires et on travaille sur les questions de gestion de déchets, d'économie circulaire, avec une grosse spécialité sur la dangerosité, notamment les déchets dangereux. Et donc nos métiers tournent autour de ça. On va de la production de matériaux à très haute valeur ajoutée, qui sont des matériaux dangereux. On alimente par exemple la pharmacie, la chimie. Et puis on va faire des dépollutions, de la gestion des déchets dangereux, de la valorisation énergétique, voilà, différents types de services qu'on offre sur les services à l'environnement. Ce qu'il faut dire aussi quand on parle de ce sujet, c'est que les acteurs français sont plutôt en avance dans le panorama européen, dans le panorama international. Notamment grâce à la DPEF qui avait été mise en œuvre il y a maintenant plusieurs années. Le groupe Séché est coté, donc on était soumis à cet exercice. Et c'est par ce biais-là qu'on a lancé nos plans d'atténuation et nos plans d'adaptation. Sur la base de référentiels d'ailleurs qui ont été cités,
Alors on avait utilisé le référentiel SBTI, on a aussi utilisé la démarche ACT, acte pas à pas sur la partie atténuation, qui est une démarche ADEME et qui permet d'ensuite aller jusqu'à l'évaluation. Et puis on a été bêta-testeur de ACT adaptation, qui est l'autre pendant sur la partie adaptation au changement climatique. Donc on a mis en place ces démarches maintenant il y a plus de 5 ans. Ces démarches sont importantes pour nos métiers à différents titres. Sur la partie atténuation, le monde du déchet émet beaucoup de gaz à effet de serre. C'est un des points qu'il faut avoir en tête. C'est 7 à 8% des émissions de la France. Alors les données du CITEPA sont décomposées, donc on retrouve des données de déchets dans d'autres secteurs, type l'industrie, l'énergie, le transport, mais si on reclassifie l'ensemble des activités, ça fait environ 7%, ce qui est une empreinte significative. À l'échelle du groupe Séché, c'est plus d'1 million de tonnes total d'émissions chaque année, donc on a une empreinte climatique qui n'est pas neutre. Et donc effectivement, l'objectif, c'est de travailler sur les mécanismes d'atténuation pour rendre ces métiers plus acceptables, dans un contexte effectivement d'alignement avec les accords de Paris. Et puis l'autre pendant, sur la partie adaptation, le monde du déchet, c'est un secteur qui est très accidentogène. C'est le secteur industriel en France qui est le plus accidentogène. Donc ça, c'est les sources du ministère de l'Environnement, la Direction générale de la prévention des risques. Et ces risques vont augmenter avec, d'une part, le changement climatique qui va avoir des conséquences sur les températures notamment, mais pas que, et également sur les types de déchets dont on va avoir à s'occuper. Je prends 2 ordres de grandeur. 2 illustrations. La première, typiquement sur les déchets dangereux, on a ce qu'on appelle un point éclair, c'est-à-dire un point d'inflammabilité des déchets. Quand on a des hausses de température, on atteint plus facilement certains points éclairs, donc on a certaines matières dangereuses qui s'enflamment plus rapidement quand on a des hautes températures. Donc ça oblige typiquement à des mécanismes d'adaptation de nos installations, de primisation, d'isolation des hautes températures, mais voilà, ça nécessite des adaptations qu'on n'avait pas réalisées encore il y a quelques années. L'autre exemple, sur le type de déchets qu'on a à traiter aujourd'hui, on voit une augmentation des flux batteries souvent classées dangereuses de par leur caractère inflammable. On l'a vu encore en région parisienne, le centre de tri emballage qui a fait l'objet d'un incendie il y a quelques mois de ça. Mais voilà, on a à la fois ce dérèglement climatique qui fait que nos sites sont de plus en plus exposés, et par ailleurs les déchets que l'on a à gérer qui sont de plus en plus complexes, notamment en lien avec les besoins de transition écologique. Donc on a mis en place ces plans avec des investissements assez lourds et on a déjà différents co-bénéfices. Je vais en illustrer certains axes. Déjà, on a un co-bénéfice au niveau réglementaire. Alors, on a parlé de la CSRD, donc nous, on est dans la vague 1. Donc, on a été soumis l'année dernière à notre premier exercice. On publie dans 1 mois le deuxième rapport durabilité du groupe Séché dans l'URD. Et donc effectivement on coche la case de l'obligation CSRD, mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on coche la case de différentes sous-réglementations, notamment au niveau de réglementation nationale et locale. Typiquement, on a des sites qui sont souvent, alors ils sont tous ici CPE, ils sont souvent Céveso. Céveso qualifiant le niveau de risque. Dans cette réglementation sur les CPE, il y a une réglementation sur l'adaptation au changement climatique, notamment suite à la réglementation de Lubrizol. Où le régulateur a voulu effectivement prévenir certains risques, dont celui du changement climatique. Et donc, on a des plans d'adaptation à mettre en œuvre, et donc on s'est adapté pour à la fois répondre à nos objectifs locaux, réglementaires, à la fois aux objectifs européens via la CSRD. Première co-bénéfice, on répond à différents référentiels réglementaires grâce à ce travail. Autre co-bénéfice, très important aussi pour nos métiers, c'est le co-bénéfice assurantiel. C'est-à-dire que aujourd'hui, un site qui ne dispose pas d'un plan d'adaptation en matière de gestion de déchets est un site qui devient non assurable. Ça, il faut l'avoir en tête. Et quand on a un risque aussi important sur nos métiers et qu'on ne peut pas s'assurer, là, c'est la fin de ces activités. Donc, c'est effectivement important pour nous de montrer pas blanche sur le risque assurantiel.
On a un co-bénéfice au niveau financier, c'est-à-dire que grâce à ce travail sur l'atténuation et l'adaptation, on a pu, alors bien sûr faire la CSRD, mais aussi émettre un certain nombre de mécanismes financiers, puisqu'encore une fois, on a un groupe qui grandit beaucoup, on a doublé de taille en 5 ans par beaucoup d'acquisitions à l'étranger. Donc on a besoin de financement, on a financé du capital et de la dette grâce à des leviers de financement vert, que ce soit SLB, que ce soit un green bond qu'on a fait encore cette année. Donc on a quasiment levé 800 millions d'euros sur les 4 dernières années sur des engagements environnementaux. Le premier green bond de 300 millions sur l'atténuation et le dernier de plus de 400 sur l'adaptation. Et donc voilà, avoir des plans crédibles permet de gagner la confiance des investisseurs et donc d'avoir un coût de la dette et un coût du capital qui est moins élevé que si on ne s'était pas engagé. Donc voilà, un co-bénéfice financier. Et puis, bien sûr, on a des co-bénéfices commerciaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir des sites qui maîtrisent leur impact climatique sont des sites qui sont mieux intégrés à leur écosystème, de la même manière pour l'adaptation, un site qui ne prend pas feu. Alors, ça peut paraître simple à dire, mais un site qui ne subit pas d'accident industriel est mieux intégré à son territoire et préserve sa capacité de développement. Et ça, il faut avoir en tête, puisque dans le monde du déchet, notamment dans le monde du déchet dangereux, c'est très difficile de créer un nouveau site, et donc nos perspectives de développement sont souvent sur nos propres sites. Et donc pour effectivement préserver notre capacité de développement, il faut être capable de maîtriser son empreinte, à la fois en termes d'émissions et à la fois en termes d'adaptation aux différents risques. On a échangé sur ces différents sujets à ma gauche et à ma droite. C'est-à-dire l'AMF est rentré dans le fond de notre rapport de durabilité pour nous challenger sur notre publication sur la première vague. On a trouvé ces échanges très intéressants et donc on va avoir un deuxième rapport de durabilité de cette année qui va être enrichi des différents commentaires. On a aussi eu beaucoup d'échanges avec la Banque de France sur certaines de nos filiales, notamment celles dans les transports, qui ont aussi pu avoir des échanges bilatéraux avec vos équipes. Et donc là aussi, on a pu consolider nos plans d'action. Moi, je veux prendre peut-être un peu de recul sur l'ambition européenne en matière de transition écologique. On a parlé effectivement de la phase d'ambition, puis de dérégulation. Ou simplification. Alors, dérégulation, c'est le mot un peu fort. Tout dépend comment on voit les choses. Mais typiquement, quand on passe d'une vague 2 avec 85% de pertes sur le nombre d'entreprises soumises, on peut employer les termes. Ce qui est certain, c'est qu'il est important de mettre le doigt sur les vrais problèmes. Nous, on a soutenu cette CSRD. On essaye effectivement de montrer patte blanche. Il faut le dire, cette CSRD a été mise en œuvre par le politique au niveau européen pour orienter les modèles économiques vers plus de durabilité. C'est ça l'ambition initiale. Et c'est vrai que cette directive s'est transformée dans une directive de mise en œuvre de plan de transition à une directive de reporting, avec un prisme très fort sur le contrôle, l'audit. Et dans une période où on a un ralentissement économique en Europe, ça a été radical pour cette ambition, puisque des directions de développement durable, financière, enfin peu importe qui s'occupait de cette directive durabilité dans les entreprises, mais ont été soumises à des baisses de budget avec des obligations de moyens sur non pas des plans de transition à mettre en œuvre, mais sur des outils à mettre en place et de la donnée à fiabiliser avec des coûts d'audit qui ont explosé. Et ça a été un biais important à différents titres. Ça a mis le zoom sur l'audit, le zoom notamment financier, sur le process et sur la qualité de l'information. Et donc, beaucoup de grands cabinets ont gagné beaucoup d'argent sur cette période. Ça, il faut le dire, parce que ça a orienté aussi les moyens des entreprises. Encore une fois, non pas sur la partie plan de transition, mais sur la partie purement données. Et ça, c'est un premier écueil. Ce n'était pas la volonté initiale du législateur. Deuxième écueil que nous, on observe aujourd'hui, dans la phase non plus là, de régulation, mais de dérégulation, c'est qu'on ne pose pas la vraie difficulté aujourd'hui en Europe. La problématique, c'est pas forcément la réglementation environnementale. Et ça, je vous invite à lire le dernier rapport du CEFIC, qui est l'industrie, le syndicat représentatif de l'industrie chimique en Europe,
qui est le plus touché aujourd'hui par les délocalisations et les fermetures d'usines, qui pointe aujourd'hui le coût de l'énergie en Europe. Il est 2 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis ou qu'en Chine. Et donc, effectivement, quand on a des produits de base qui consomment dans leur coût de production 40% de leur coût qui est lié à l'énergie, quand on a un gaz qui est 2 fois plus cher en Europe qu'ailleurs, et ben en fait, on va produire ces biens de consommation ailleurs. Et aujourd'hui, typiquement, pour le groupe Séché, on a des produits qu'on met sur le marché, notamment des matériaux recyclés, des solvants. Alors ça peut paraître un peu spécifique, mais aujourd'hui le groupe Séché est un des leaders de la production de solvants recyclés en Europe. Les solvants recyclés, c'est 5 fois moins d'émissions qu'un solvant vierge. Aujourd'hui, ces solvants vierges, ils sont fabriqués notamment en Asie. Et aujourd'hui, ils ont un avantage compétitif parce qu'ils s'appuient sur un gaz qui est très peu cher. Et donc, plutôt que de déréguler les réglementations environnementales en Europe, je pense qu'il faut structurer ces barrières commerciales pour avantager les produits qui sont à faible empreinte environnementale, notamment faible empreinte climatique, fait en France. Aujourd'hui, il y a une question de l'ETS, donc le marché européen du carbone, qui ne concerne pas pour l'instant les activités chimiques. Il est important de le faire pour, encore une fois, éviter une compétition qui se fasse au détriment de la dimension environnementale des productions européennes. Merci beaucoup. Je vous laisse finir le tour de table. Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour ce point de vue d'expert développement durable au sein de Séché. Moi, je rejoins tous les points. Sur la partie CSRD, et nous avons accompagné beaucoup d'entreprises, nous avons appris par cœur les 1100 data points. C'est vrai qu'il y avait une lourdeur telle que finalement on ne savait plus si, in fine, le plan d'adaptation CAPEX était bon. En fait, on était tellement noyé par le nombre, le volume et la complexité des data points, E, S et G, que finalement, à la fin, on ne savait pas si on ne pouvait pas appuyer sur un bouton et savoir si le plan d'adaptation était fiable ou pas, et que les moyens financiers pouvaient soutenir l'engagement climatique. Donc en fait, ça, je partage complètement ce point de vue. Peut-être on va enchaîner avec la partie conseil, l'assistance. Finalement, parce que petite question, Pierre-Yves, vous êtes combien de personnes travaillent sur la partie développement durable chez Séché? Alors peut-être que vous l'avez compris dans mon propos, moi je fais à la fois du développement durable et à la fois des affaires publiques pour le groupe Séché. On est aujourd'hui 15 dans l'équipe. Sur la partie développement durable, on est une dizaine. D'accord. Et en fait, on a une personne sur chaque plan de transition, avec une équipe un peu plus forte sur la partie notamment pollution, puisque c'est notre métier vraiment cœur. J'imagine que vous faites appel aussi à du conseil, parce que 10 personnes sur un groupe coté avec tous les challenges de votre activité et de ce que vous faites avec vos clients, vous faites appel à du conseil, de l'expertise poussée. Ça, c'est important effectivement pour avoir de la complémentarité dans les analyses. Bien sûr. On enchaîne avec Christine, du coup, directrice générale d'Alamtera. Vous allez nous expliquer déjà quel est l'ADN d'Alamtera. Comment est-ce que vous accompagnez tous les clients sur les sujets climat, et également peut-être quels sont les bridges, parce qu'on sait qu'il y a des corrélations avec la nature, avec la biodiversité, avec l'adaptation in fine. Comment est-ce qu'on ouvre le sujet au-delà de l'aspect purement soit réglementaire et purement physique? Merci Patrick. Oui, alors beaucoup de bonnes choses ont déjà été dites. Je rejoins les différents propos, notamment Pierre-Yves. Je fais le même constat que les entreprises qui nous sollicitent viennent parfois, dans un tout premier temps, dans un souci de reporting, de simplification un peu de cette charge, revenir à quelque chose de pragmatique, à une approche de gestion de données pas trop, disons, coûteuse, mais auditable. Et donc, ils viennent avec un besoin de conformité réglementaire. De là naît cette opportunité de vision stratégique. C'est-à-dire, une fois qu'on est saisi par le hameçon de la conformité réglementaire, surtout avec la CSRD par exemple, il y a l'obligation que le board s'implique.
il y a quand même un intérêt, faites-moi voir quand même. Ou, ok, mettez le reporting à côté, mais qu'est-ce que vous pensez vraiment? Donc, où sont nos zones d'exposition au risque? Donc, il y a ce double aspect, il y a le réel, la préparation réelle aux risques qui sont déjà parfois d'actualité, et il y a la réglementation qui interagit. Donc, nous, à l'AMTERA, on est spécialiste, d'une sur... je vais en parler plus tard, sur le lien entre climat et nature. Et quand on dit nature, ça veut dire aussi biodiversité, mais c'est un concept qui est peut-être un peu moins bien connu et mal défini parfois. Et on a une grande expertise en gestion de données. En gestion de données de façon, disons, pragmatique, parce que c'est souvent le nerf du sujet. En fait. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est donc ces 2 points clés. Donc le premier, c'était le lien entre climat et nature finalement. Et quand on dit nature, on dit souvent l'eau parce que le climat a un fort impact, certes, on l'a dit, sur les sécheresses et les inondations. Mais il y a aussi un problème aujourd'hui avec la nature, par exemple au Brésil, avec la déforestation massive, ça a précipité les inondations. La qualité du sol, ou le sol qui n'est plus retenu par une strate végétale ou arborée, est susceptible à l'érosion, mais d'autres aussi à partir dans les inondations. La vague d'inondation à Valencia en Espagne, qui a mis tout le pays KO il y a 1 an maintenant. Toute cette région, c'était aussi lié à une partie de déboisement en amont de la rivière et qui a aidé en fait à submerger, à impacter les actifs en aval. Donc tout ça, c'est bien logique. Et on peut penser, quand on pense climat, on pense au risque, on pense au coût. Mais on devrait aussi penser opportunité. Quand on dit opportunité ou gestion du risque, dans un premier temps, on dit ok, assurance ou difficulté à assurer, ou allocation du capital, par exemple. Mais là où j'accompagne certains acteurs, c'est dans cette question des solutions fondées sur la nature. Enfin, c'est un concept à nouveau qu'il faut définir, mais ce sont des projets d'envergure, de renaturation, par exemple de zones humides ou d'autres zones naturelles, qui ralentissent l'eau de ruissellement, qui réduisent l'impact des inondations, pas l'occurrence, pas la fréquence, mais l'impact. Et ça, c'est important. Et pareil pour les sécheresses. En fait, des sols, comme on l'a vu par exemple avec le remembrement agricole et le fait d'enlever massivement des haies, on a une érosion des sols beaucoup plus rapide. Donc un problème évidemment de autonomie alimentaire future, mais on a aussi un problème de sécheresse, d'exposition aux sécheresses. Donc la strate végétale et une biodiversité en bon état protègent les sols de la sécheresse et protègent par là le cycle de l'eau. Donc vous allez me dire, bon, très bien tout ça, mais comment est-ce que je peux traduire cela en EBITDA, impact financier? On n'y est pas encore tout de suite, mais j'essaye de vous dire, regardez le risque climat dans une perspective plus large que juste les CatNat et l'assurabilité des actifs financiers. On peut aller une étape plus loin. Et quand on dit ça, je veux aussi évoquer, donc c'est mon deuxième point, la supply chain, c'est-à-dire le risque d'approvisionnement. Et avec cela, je refais le lien avec l'eau. Par exemple, tout le secteur, on l'a évoqué tout à l'heure, le secteur chimique. On pense toujours à l'agriculture ou à agri-food quand on parle de l'eau ou à l'énergie. Et le coût de l'énergie, bien sûr, quand les centrales nucléaires doivent s'arrêter l'été parce que le débit d'étiage de la Rhône n'est pas suffisant, il y a un problème aussi de coût de l'énergie, comme c'est en France. L'industrie de la chimie est très fortement dépendante de l'eau aussi, de l'eau douce. En Allemagne, c'est allemande, BASF a dû faire un communiqué de presse il y a quelques années
Ils ont ralenti la production, ils ont ralenti également la logistique d'approvisionnement à cause du débit dans le Rhin, du débit d'étiage dans le Rhin qui était trop faible en volume, mais aussi la température, parce que l'eau douce n'est pas seulement utilisée pour les procès de refroidissement, c'est aussi une matière première évidemment utilisée dans l'injection dans beaucoup de processus ou dans le nettoyage. Donc dès que vous avez besoin d'une qualité dans la production, vous avez certainement besoin d'eau douce. Donc il y a une dépendance de l'eau qu'on ignore parfois. Là on a parlé de l'industrie en Europe, mais on pourrait aussi donner un exemple peut-être de l'industrie des semi-conducteurs. Donc, CM, par exemple, au Taïwan, ils ont réduit la production à cause d'un problème de sécheresse. Donc, l'eau douce est un vrai enjeu. Et quand on pense eau, je vous encourage à penser aussi au financement ou à la collaboration, parce que c'est ce que ça nécessite sur des projets plus complexes, avec des acteurs publics. Parce que c'est un sujet de bien commun sur la préservation de la nature et des écosystèmes. Très clair, merci. Merci Christine. Donc round 2 pour partie régulation. Vietline, vous voulez rajouter un petit point peut-être sur un... Oui, tout de suite, parce que beaucoup de choses ont été dites et le problème de passer avant, c'est que ça ne permet pas de rebondir. 4 commentaires, certains en accord, certains en total désaccord. Alors, le premier, et ce qu'on a bien vu, c'est l'hameçon. J'ai beaucoup aimé l'hameçon. Effectivement, ce qui s'est passé avec la CSRD, c'est de se dire qu'on jouait un énorme rôle de catalyseur. On n'oblige même pas les entreprises à avoir un plan de transition ambitieux. Ce que dit la CSRD initiale, c'était de dire si vous en avez un, alors vous le publierez. Et vous allez le publier de cette manière, avec ces données standardisées, harmonisées, auditées, certes en assurance limitée, mais auditées, et supervisées. C'est ça qu'on dit. Et donc, on permet d'avoir tout un substrat de données dont on a besoin dans tout l'écosystème de la finance durable. Et c'est cela qu'on attendait depuis longtemps. Et encore une fois, ça a été conçu par toutes les parties prenantes, parce que les standards initiaux de l'EFRAG, allégés d'un tiers par la Commission européenne, ils venaient pas du tout du régulateur, qui est totalement incapable d'avoir cette technicité. C'est venu un peu de exactement. toutes les parties prenantes. Donc sur le premier point, celui-là, se rappeler quand même d'où on part et pourquoi on le fait. On le fait parce que, du fait de l'hameçon réglementaire, ça remonte au board. On est obligé de faire communiquer à la fois l'IT et les métiers. On est obligé de mettre ça parce que c'est un projet classé Legal and Compliance, mais on y va. Et là, je fais le lien avec également ce que vous m'avez dit sur BASF, ce que vous m'avez dit sur les déchets inflammables, ce qu'a dit la Banque de France grâce à l'ODAC. Et j'étais à l'événement de lancement où on avait ce leader de la palette dans le Morbihan qui nous expliquait qu'il n'arrivait plus à bosser à cause des intempéries et des arrêtés préfectoraux. De toute manière, les entreprises doivent y aller, transformer leur business model, prendre en compte leurs risques physiques et de transition. Ce qu'on a fait, c'est un énorme coup de boost réglementaire pour débloquer les gens, pour qu'ils parlent ensemble et pour débloquer les financements parce que c'est devenu de la compliance. Et c'est ça l'esprit de la CSRD. Et il ne faut pas le perdre de vue. Et là, Pierre-Yves a tout à fait raison. Et là où, effectivement, alors, encore une fois, il y a petit désaccord ou simplement petit angle de vue. Était-ce ce monstre? Patrick, vous me dites 1100, 1060 points de données d'après l'ANC, mais qu'est-ce qu'il y a comme vrai chiffre dans ces... parce qu'on parle beaucoup de chiffres ici sur ces 1100. Alors d'abord, il y a quand même des seuils de matérialité initialement. Donc 80% des points obligatoires soumis à analyse de matérialité quand même. Bon, 60 sur l'ensemble des points. Et en quantitatif, si j'enlève, je me retrouve sur le total à 238 points, dont 40% sont déjà exigés par les autres réglementations sectorielles européennes. Et donc là, se dire que on a vous voyez bien qu'on a des injonctions contradictoires. Se dire, on veut de la donnée, et à côté de dire, il y en a trop, c'est trop difficile, comment on la collecte, la data n'est pas mûre. Il n'y avait pas tant de données chiffrées que ça, et en plus, il en reste. Et là, je rejoins encore une fois cette fois-ci Pierre-Yves. Dans la mise en œuvre de la CSRD, on a vu les complexités opérationnelles. Et le rôle des auditeurs a été soulevé, débattu, questionné. Je ne veux pas trop m'engager dans ce débat sur les Big Four ou les autres. En tout cas, il y a eu, et on l'a su dans notre commission consultative
finance durable, qui réunit tous les stakeholders, y compris les auditeurs, c'est confidentiel. Certains d'entre eux sont peut-être allés un peu loin. Par exemple, quand on avait des seuils de matérialité, si on vous demande de tout faire, y compris sur les points non matériels, eh bien, on est peut-être allé un petit peu loin, par exemple. Et donc, ce qu'on fait, et c'est là mon grand désaccord, on ne dérégule pas. C'est-à-dire qu'on n'ampute pas de manière sauvage. Alors, on pourrait abroger, on pourrait juste enlever massivement des points de données, on pourrait tout simplement commencer à amputer des parties de réglementation, ne pas les appliquer. D'ailleurs, certains États membres ne transposent pas. Ce qu'on a fait, c'est recalibrer l'intégralité de l'édifice de manière intelligente. Et par exemple, on a beaucoup parlé de plan de transition. Si vous regardez la proposition actuelle de l'EFRAG, sur plan de transition, vous avez pratiquement tout ce que vous aviez autrefois sur les différents leviers, les cibles, les différents jalons, les budgets alloués. Tout ça est effectivement toujours là. Alors on a allégé parfois sur pollution, on a changé des granularités à la demande des acteurs, on a enlevé beaucoup de redondances, les rapports sont souvent assez illisibles, ils font 200 pages, c'est très très indigeste. Voilà, on a pris en compte certaines demandes, mais encore une fois, c'est pas juste de la propagande politique que de dire que c'est de la simplification, c'est du better regulation. Là où il y a un choix politique, c'est le périmètre. Moins 80-85%, mais on conserve toute la chaîne de valeur sur ceux qui vont reporter. Scope 1, 2, 3. Et donc, via ce biais, naturellement, une partie de l'écosystème sera capturée et sera toujours là. Mais effectivement, il y a ce choix, je ne commande pas. Troisième commentaire, tout aussi important, l'importance de la donnée. On l'a mentionné là, j'ai entendu même le mot fournisseur de données. Si la donnée, on l'a plus dans la CSRD, on va la voir comment ? Potentiellement via des fournisseurs de données ESG, certaines estimations. Or, à l'heure actuelle, ces acteurs-là, je ne mentionne pas les scorings et les ratings, mais les fournisseurs de données eux-mêmes ne sont absolument pas régulés. Voilà, donc, pas de transparence en termes de méthodologie, rien sur la gestion des conflits d'intérêts, rien sur les diverses sources de données, leur obsolescence, leur nombre, les data points. Donc si demain, j'essaie de changer de métier et de fabriquer une boîte de fourniture de données, voilà, eh bien, à l'heure actuelle, ça peut être une boîte noire. Donc ça c'est un souhait qu'on a depuis longtemps, d'avoir cette régulation à la fois des agences de notation, mais aussi des fournisseurs de données, parce qu'on juge que c'est les mêmes problématiques. Ça n'est pas le cas à l'heure actuelle, et avec ce mécanisme de simplification omnibus, le sujet se pose de manière accrue. Et enfin, une lueur d'espoir également, c'est qu'on voit également que l'écosystème est en train de mûrir, qu'on est en train de passer d'une configuration à une autre. Dans les points de vigilance que je mentionnais ou les défis, il y a géré cet entre-deux. Mais on voit qu'aussi c'est une immense opportunité en termes d'articulation et de cohérence entre les différentes réglementations, et que les co-législateurs européens en sont tout à fait conscients. Donc on a aussi eu ce courage-là à un moment où effectivement il y a d'autres enjeux géopolitiques, guerre en Ukraine, outre-Atlantique, voilà. Mais on profite aussi d'un moment. Et encore une fois, pour rebondir sur quelque chose qui a été dit au-delà de la table, on ne parle pas que du risque, parce qu'il y a beaucoup de choses sur risque climatique. En tout cas, sur l'optique européenne que nous défendons, on est bien sur risque et opportunité. Voilà. Sauf qu'on essaie d'aiguillonner pour y aller. Je rebondis juste sur ce qui vient de dire par Vieteline. Sur la partie de data point, c'est vrai que l'overview, la galaxie des 1100, donc tout le monde s'est préparé, surtout côté conseil, pour répondre à tous les 1100. Mais c'est vrai qu'on a remarqué, même si ce n'était pas obligatoire, qu'il y avait la double matérialité, c'est que les clients se sont mis la pression aussi. C'est-à-dire que le client, il sait qu'il va y avoir une transparence des reporting extra-financiers, qu'il va y avoir une comparabilité aussi de qui donne quoi. Moi, je suis capable de sortir que 1/10 des data points, mais on va se retrouver, et ça, je me mets à leur place, avec quelqu'un d'autre du secteur qui est beaucoup plus engagé, qui va avancer, et qui va avoir 75% des data points qui sont transmis. Donc, on a ressenti une pression des clients en se disant, mais si c'est ça, il faut y aller, que ce soit volontaire ou pas, on va essayer de faire le maximum. Donc, plus de pression, plus d'argent, plus de process, plus de contrôle, audit, etc. Et du coup, on se focalise pas sur le vrai engagement climat, les adaptations à mettre en place, les capex à mettre en place. Donc il y avait un peu cette partie de perception. Moi, je pense, ce qui est un peu dommage quand je vois finalement l'issue de tout ça, c'est de se dire, au-delà de la simplification des data points, c'est peut-être se dire qui va répondre maintenant, qui va devoir faire ce reporting. Et finalement,
on est quasiment dans les mêmes seuils que ce qu'on avait dans la DPEF, avec des clients qui ont déjà reporté, qui savent comment ça marche. Et les 80% des entreprises qu'on ne connaissait pas, que peut-être au niveau de Tikehau, c'était des données qui pouvaient remonter avec de la transparence sur des entreprises PME et petites ETI, vous voyez, qui finalement, elles, restent un peu sous le feu des projecteurs. C'est un peu cette partie-là où, voilà, dans l'overview qu'on a eu et dans l'assistance qu'on a eue, on se dit peut-être qu'on aurait dû garder l'essai un peu bas, un peu engagé. Bon, c'était 50 millions, c'était vraiment bas, mais peut-être entre 50 et 450, il pouvait y avoir un ajustement. Mais voilà, c'était peut-être une petite remarque globale. Oui, Pierre. J'ai du coup une réaction à ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a peut-être eu pour certains secteurs, certaines entreprises, une forme un peu d'overshoot par rapport à ce qui a été proposé en termes d'accompagnement. En revanche, aujourd'hui, dans les rapports CSRD qui sont sortis, nous, on les a regardés un petit peu. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'on arrivait à tracer une trajectoire de décarbonation robuste à la challenger avec un rapport CSRD. Il se trouve que pour certaines entreprises, oui, et certaines, non. Le problème étant la granularité des données par secteur, parce que nous, on a une méthodologie sectorielle. On regarde si dans le ciment, c'est aligné, est-ce que dans les transports, c'est aligné. Par contre, une entreprise qui nous donne un objectif de décarbonation à 2050 sans granularité, on ne peut pas en faire grand-chose en termes de challenge. Donc, il y a cet enjeu, même si on garde quand même, on va dire, l'ambition en termes de plan de transition. Il y a un enjeu notamment pour les grosses multi-activités à avoir un peu de granularité en termes de différenciation sectorielle. Ensuite, juste sur la partie obligation de plan de transition, est-ce que c'est supervisé, etc. Il y a quand même une autre réglementation qui s'appelle le paquet bancaire, donc CR3, CRD6, qui demande aux banques en Europe d'avoir un plan de transition. Et donc, d'avoir quand même une vision sur leur contrepartie. Et ça, c'est qu'elles vont quand même se faire un moment aussi à rattraper. Et d'ailleurs, elles le sont déjà, comme on l'a montré l'actualité récente par la BCE, qui commence à regarder de plus en plus finement les plans de transition des banques. Donc, il va falloir aussi s'y mettre en termes de collecte, ou alors soit ce sera via des acteurs externes, effectivement, soit nous, on essaie justement, la Banque de France, de combler un peu là où il y a un trou sur les PME, les ETI, sur un marché où elles n'ont pas toujours l'argent pour solliciter des grosses prestations de conseil, qu'elles n'ont pas forcément envie d'investir dans un label qui a une reconnaissance chez certains acteurs, mais pas d'autres. Donc nous, on veut vraiment apporter un tampon robuste, fiable, développé par des experts qui sont avalisés par l'ADEME, par le ministère, etc., pour qu'ensuite, on ait un langage un peu commun entre les investisseurs et ces entreprises, notamment PME, ETI, pour pouvoir répondre à ces questions qui sont un peu laissées en suspens par la réduction du périmètre CSRD. Juste un dernier mot. Je pense que tout ce qui a été dit sur la réglementation est vrai, mais il faut aussi faire comprendre aux entreprises pourquoi ça va les aider. Et en fait, là, on a beaucoup dit c'est pour le reporting, c'est pour le réglementaire, et pendant longtemps ça a marché. Mais en fait, on l'a rappelé, le contexte économique il est plus difficile. En fait, il faut parler le langage qui dit il y a des opportunités à saisir, ça va réduire les coûts. Et tant qu'on ne le fera pas, ça restera perçu comme une contrainte réglementaire sans valeur ajoutée, qu'on fait quand même un peu pour cocher des cases, quoi. Donc je pense que c'est ça qui est important, c'est de remettre en perspective et de démontrer, si, je sais pas, BASF peut plus produire, la chaîne de production est complètement arrêtée, là ça parle, et je pense que ça incite tout le monde à prendre plus de responsabilités sur ces sujets-là. Oui, bien sûr. Et par expérience, sur la partie lancer un sujet climat, screening des risques physiques, on le voit, nous, en tant que partie conseil, ça vient souvent, j'ai envie de dire 90%, après un incident fort qui a dû attaquer une région, un site de production. Donc voilà, on a été inondé, il va falloir regarder comment est-ce qu'on est mature, est-ce qu'on est exposé déjà, et est-ce qu'on est mature sur les adaptations. Sur les autres sites, on peut parler de 100 sites, mais on peut parler de 8000 sites. On a tous les cas de figure. Et donc souvent, ça vient d'un énorme claim, et on essaie de faire tourner les assurances, voilà, petit temps mort pour regarder un peu l'étendue. Et c'est vrai que c'est plutôt en réaction, et c'est deal d'engager le sujet climat et engagement climatique. Écoutez, parfait. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Oui, des questions en salle, mais également, il y a 39 personnes connectées. Je vais pas dérouler les slides. Ça, je pense que c'était plus important et plus riche d'avoir les points de vue de chacun des experts.
Vous aurez, je pense, la présentation où on avait perception de risque par rapport à ce qu'on a fait avec le Global Risk Report, March Global Risk Report avec le World Economic Forum. C'est une perception de risque à short terme et long terme. Short terme, on n'a plus le risque climat. Long terme, il reste un peu prégnant. Oui, bonjour. Oui, un micro pour que les personnes puissent écouter. Ouais. Oui, en ligne. Oui. Merci, bonjour. Il faut quand même parler fort. Ouais, je suis Corinne Baudouin, je suis consultante et j'aide les entreprises à faire leur reporting extra-financier, petites comme très grosses. Et chez les petites, alors merci beaucoup pour l'accompagnement, par exemple, que vous apportez, les outils gratuits, etc. Mais il y a plusieurs référentiels qui se superposent et donc elles passent énormément de temps à répondre à la fois aux outils de la Banque de France, à la fois au référentiel VSME qui paraît être pour elle aussi. Est-ce que tout ça se superpose? Est-ce qu'à terme, ça pourra être un seul outil? Voilà. Comment leur prendre moins de temps? Parce qu'elles sont conscientes que ça leur est utile aussi pour leur réflexion, hein, bien sûr. Très très bon point sur les outils, la superposition et les résultats de chaque outil également. Oui, merci beaucoup. Alors, on avait des personnes dans notre équipe qui travaillaient dans les groupes de travail de l'EFRAG. Donc, on a essayé de faire en sorte que notre indicateur soit compatible avec la norme VSME pour qu'il puisse y avoir une bijection entre les deux normes. Donc, sur toute la partie indicateur de maturité qui concerne plutôt les PME que nous on propose, c'est le cas aujourd'hui. Il y a cette bijection, voilà. Donc ça, on y fait bien attention. Le but est évidemment pas d'alourdir la charge aux entreprises. Et d'ailleurs, on est en discussion permanente avec toutes les fédérations professionnelles des secteurs qu'on couvre. Donc, pas seulement le MEDEF, la FEP, la CPME, mais la fédération transport routier, transport de voyageurs, chimie, pétrole, tout. Pour essayer d'avoir un questionnaire qui leur parle le plus possible. Le but, c'est pas de faire quelque chose de top-down qui arrive et qui est complètement déconnecté. Donc, avant de mettre en production, comme on dit, chaque indicateur pour un secteur, il y a une phase de test d'1 an avec des entreprises du secteur, avec les fédérations du secteur, pour valider l'approche. Et on met en production que quand on est sûr que ça a un sens techniquement, que les leviers de décarbonation qu'on a identifiés ont un sens. Sur la partie adaptation, c'est pareil. On a passé du temps avec Météo France, avec l'ADEME, pour être sûr d'avoir quelque chose de solide en termes de criticité. Il y a un besoin d'harmonisation. Sur l'adaptation, il y a une revue critique qui a été lancée par l'ADEME récemment pour que toutes les personnes qui accompagnent les entreprises sur l'adaptation disent la même chose en termes de criticité. Parce que le pire effet, ça serait d'avoir un acteur qui dit que là, c'est très grave, et pour étant le même site au même endroit, un autre acteur dit que c'est moins grave. Donc il y a cette revue critique qui est en cours pour avoir un discours harmonisé, ce qui est essentiel pour les politiques publiques d'adaptation. Voilà, sur la partie. Très très clair. Merci. Une autre question peut-être? Si c'est pas notre question, je peux réagir. Bien sûr, mais bien sûr. Je peux décourager tout le monde. Mais bien sûr, bien entendu. Oui. Alors, dans le rêve de la baguette magique, en plus, on reste uniquement sur le volet climat. On a publié à l'AMF, avec tous les stakeholders, ACPR et ADEME en faisait d'ailleurs partie, mais beaucoup d'entreprises, un guide sur comment construire un bon plan de transition au format CSRD. C'était avant Omnibus, évidemment. Ouais. C'est sorti en février 2024, ça fait près d'une centaine de pages. On passe en revue SR1, E1, et on regarde sur tout ce qu'il y a derrière, en se disant justement, tick the box ou le data point, c'est pas le plus important, le data point, en fait. Et en plus, au début, on n'est même pas sûr qu'il sera très fiable. Ce qui est important, c'est tout le processus qu'il y a derrière, en termes justement de maîtrise des risques, de prise de conscience des fragilités du business model, et puis de décisions stratégiques. Eh bien, pour ce faire, sur chacun de ces data points, on a aussi confronté ça aux méthodologies qui étaient utilisées par les entreprises. On a fait une espèce de screening en se disant, est-ce qu'on va surtout tomber sur SBTI pour les cibles, et puis acte de l'ADEME qui est très complète, pas à pas, par exemple. On est tombé sur 22 méthodologies. Qui sont plus ou moins certaines fois concurrentes, parallèles ou complémentaires. Donc ça vous montre bien d'ailleurs que sur la question qu'est-ce qu'un plan de transition crédible, c'est extrêmement difficile à ce stade à évaluer. Alors certes, un plan de transition manifestement incomplet, incorrect, où on ne trouve même pas les jalons et les leviers, on le voit bien, mais du fait de l'évolution des technologies, des divergences entre secteurs, et désormais il n'y aura plus de standards sectoriels du côté de la CSRD, du côté international, ce sera le cas, eh bien on va avoir, en termes de granularité, en termes de comparabilité, ce que j'appellerais des défis, en tout cas. Excellent. Eh bien, c'est parfait. Merci aux intervenants. Merci à toutes les personnes qui ont participé.
Peut-être un mot d'Antoine. Allez-y. Oui, alors je me permets, j'avais juste une question en ligne qui était liée à notre certification ECRA, puisque la question était quelle est la différence avec le SCR du GARP, effectivement, qui peut être perçue comme équivalente. En fait, l'ECRA est une certification plus professionnelle et beaucoup plus opérationnelle. L'idée de cette certification qui a été conçue, on l'a vu par des professionnels, c'est de se vouloir d'être une boîte à outils pratique avec des méthodes d'analyse qui permettent de réintégrer toutes ces compétences-là dans le domaine professionnel. Donc c'est la principale différence et c'est pour ça que l'ECRA fait une vraie différence au niveau international sur le contenu de cette certification. En tout cas, je remercie tous les intervenants d'avoir joué le jeu, de répondre aux questions. Et effectivement, c'est très clair et très intéressant. Et effectivement, quand Amélie a posé la question, la CSRD, ce n'est pas une histoire de reporting, c'est une histoire de stratégie d'entreprise et de pérennité du business model et de stratégie financière, comme l'a évoqué Pierre-Yves. Et effectivement, le biais qu'on a eu dès le départ a été de se dire il faut cocher les cases et faire ce reporting. Alors, je serais tenté de dire que toutes les entreprises, les 90% qui ne sont plus soumises, devraient continuer à le faire sans la publication. Et ça serait un bon exercice que de continuer à faire cette analyse pour son propre business model. Et aujourd'hui, c'est le conseil que je peux donner aux entreprises. Et c'est le cas pour pas mal d'entre elles. Celles qui ont déjà engagé des travaux, elles se sont dit, on va faire un reporting extra-financier qui ne sera pas sous CSRD, mais qui va prouver notre engagement. En tout cas, merci à tous. Merci. Hans, le mot de la fin pour conclure. Très brièvement, alors. Voilà, qu'est-ce que j'ai appris? C'est dans la ville de Paris, qui est quand même qui est la principale ville pour les accords climat. Ce que j'ai entendu de votre part, c'est que, et maintenant je mets ma petite casquette d'un côté de la FAS, mais aussi ma petite casquette de l'autre côté de la FRAG. Donc entre 21 et 23, j'étais le président du conseil d'administration de la FRAG, où on a inventé toutes ces règles-là, avec énormément de boulot et avec énormément d'efforts. Mais ce que vous m'avez convaincu, faire croire vraiment, c'est on a besoin de ces règles, si on le veut ou pas. C'est peut-être vrai qu'on a été trop loin, trop strict, mais de notre point de vue, si j'attends la Banque de France, si j'attends vous, si je vois ce qui se passe, si on regarde autour de nous, messieurs, mesdames, il nous faut des règles et aussi, il faut aussi de la formation pour pouvoir adapter les règles. Et je pense que là, l'ECRA a quand même un rôle à jouer, très clairement, parce que c'est vraiment la règle pratique, comment est-ce qu'il faut le faire. Mais je suis super content que dans cette super ville de Paris, le panel était tout à fait d'accord. Il nous faut ces règles-là, il faut continuer, il faut avoir quelque chose qui tient la route, je suis tout à fait d'accord. Mais dire, oublions-nous qu'il y a un problème de climat, ça serait quand même très, très dommage. Merci beaucoup. Tout a été dit, donc je vous dis juste à tous merci et tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Cette formation ECRA, c'est pour rendre opérationnel un problème qui est là. On peut débattre à l'infini de est-ce qu'il y a trop ou pas assez de réglementation. En tous les cas, il y a un sujet climat et ce sujet, il est financier. Je dirais simplement ce mot-là.